Bonjour à toutes. Alors, je vais vous raconter rapidement sa genèse. En fait, au niveau du travail du CRATB PACA, on a eu avec l'ARS un certain nombre d'échanges et de volonté de structurer la politique de pilotage des antibiotiques au niveau de notre région. Vous savez que c'est vraiment parce qu'on est un petit peu montré du doigt en termes de consommation et de dépenses. Et dans le groupe de travail sur le bon usage qu'on a pu monter dans les suites de cette réunion avec l'ARS, a été identifié la nécessité de faire un focus sur les EHPAD. Donc, il y a un groupe de travail spécial qui s'est monté sur les EHPAD et que je remercie parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé à ce groupe qui sont là aujourd'hui et qui ont permis que ce webinaire soit possible, notamment Carole Labat de l'Omédite et puis Nadine qui à chaque fois nous fait tout ce qui concerne les indicateurs. Donc, on a tous un petit peu travaillé à la construction d'outils pour nos EHPAD, parce qu'on a effectivement montré récemment avec le CEPIAS des outils qui ont été RATB. Il nous a semblé intéressant d'avoir nos propres outils. Et donc, ce webinaire, il va être séparé en quelques interventions. La première, c'est Catherine qui va nous montrer les indicateurs, les consommations, les résistances au niveau de nos EHPAD. Ensuite, il va y avoir donc Nadine Cassis, centré sur le travail des EHPAD, qui va nous montrer les nouveaux outils qui ont été fabriqués vraiment pour la région CRATB PACA. Ensuite, petit focus que je voudrais, si je peux me permettre, sur des nouveaux points de vue concernant notamment les infections pulmonaires. Ça sera intéressant pour moi de discuter avec vous de comment vous recevez cette façon un petit peu nouvelle quand même de voir. Ça Et va passer. avant de passer à quelques cas cliniques, je ne sais pas si vous avez pu avoir des cas cliniques, mais Laurence Protz proposait de vous montrer son projet qui est de faire des bulletins épidémiologiques périodiques sur les EHPAD de la région CRATB-PACA, justement pour vous aider à bien comprendre, connaître l'épidémiologie actuelle et être réactif pour savoir comment aller sur ces protocoles. Elle dit qu'elle a une conception. Est-ce que les C'est voix mauvais, hein? sont bien? On Oui? n'entend pas très bien. Il y a des coupures en fait. Oui. Ça saute un peu sur Véronique, mais Comme ça, est-ce que c'est mieux? Catherine, ça devrait le faire. C'est mieux que ça. Non? Ça, ça saute. Ben, il y a des moments où on t'entend bien et des moments Oui, où c'est haché. on ne t'entend plus. Pas de- Bon, Pas de toute façon, c'est que maintenant, c'est Catherine. Est-ce que c'est Bon, j'espère que le son va être meilleur. Oui, oui, on t'entend bien, Catherine. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Véronique m'a demandé d'introduire ce webinaire par quelques indicateurs reflétant les prescriptions antibiotiques en EHPAD et leur impact sur les résistances bactériennes. Diapo suivant. Tu me dis si tu veux que je passe les diapos. Vas-y. Alors, devant les missions qui nous ont été confiées par Santé publique France, il nous a fallu donc faire un état des lieux des consommations antibiotiques et des résistances bactériennes en EHPAD, en ville et à l'hôpital. Il nous faut mettre en place des actions et ensuite vérifier que nos actions sont efficaces. Donc, je vais vous montrer dans les diapos suivantes quelques indicateurs que nous allons essayer de partager ensemble. Vas-y, diapo suivante. Alors, que nous révèle le premier indicateur que j'ai retenu, c'est l'enquête nationale de prévalence. Et on a de la chance parce que cette enquête a été réalisée en 2024 et on a eu les résultats il y a juste une semaine. Cette enquête a été réalisée un jour donné au niveau national, donc en EHPAD.
et entre le mois de mai et juin. Et que nous montrent les résultats? C'est qu'on a à peu près 2,9% des résidents qui sont sous antibiothérapie. Un peu plus, ce chiffre est un peu plus élevé qu'en 2016, mais surtout par rapport à 2016, on a une baisse du nombre de résidents infectés. Concernant les antibiotiques prescrits, on a le pourcentage, la répartition suivante, à peu près 23% d'amoxicilline aciclavulanique contre 16% en 2016, 19% de prescription d'amoxicilline, donc ça n'a pas bougé, 21% à peu près de céphalosporine troisième génération contre 13% en 2016, donc une très forte augmentation. Et par contre, bonne nouvelle, les quinolones ont baissé puisqu'on est à 7% des prescriptions versus 11% en 2016. On a un autre chiffre intéressant qui concerne la réévaluation à 24-48 heures qui doit être systématiquement réalisée et qui n'est faite que dans 32% des cas, n'a pas bougé par rapport à 2016. Et dans 22% des prescriptions sont des traitements à visée prophylactique urinaire et 34% des traitements curatifs sont supérieurs à 7 jours sans justification. Et là, ça n'a pas bougé par rapport à 2016. Donc, je vous ai mis deux petites cartes de France qui nous ont été données par cette enquête nationale de prévalence. On est à 2,56% de résidents traités par antibiotiques lors de la journée de l'enquête sur la région PACA. Et quand on regarde, c'est la carte de droite, quand on regarde donc ce pourcentage, on peut se dire chouette, on n'est vraiment pas mauvais par rapport aux autres qui sont beaucoup plus élevés. Mais si on regarde la carte de gauche, là, on s'aperçoit qu'on a très peu de patients, de résidents qui sont infectés le jour de l'enquête. Donc, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de traitements qui ne sont pas à visée curative. Contrairement à d'autres régions où on a un nombre de résidents infectés qui est élevé et on a à peu près le même chiffre pour les prescriptions antibiotiques. Par exemple, si vous prenez le Grand Est, euh, enfin, la région, non, c'est pas Grand Est, ça doit être Bourgogne-Franche-Comté, 3,89% de résidents infectés pour 3% de traitement antibiotique. Ça veut dire qu'on ne traite même pas toutes les infections, là. Donc, j'ai trouvé que ces cartes étaient quand même très, très intéressantes à vous montrer. La diapo suivante. Alors, en ce qui concerne les publications que j'ai pu retrouver, on n'a pas grand-chose pour l'EHPAD, mais j'ai quand même des chiffres qui sont assez intéressants. Dans les publications, on retrouve 40 à 70% des prescriptions en EHPAD qui sont inappropriées. On retrouve trois types de mésusages qu'on a déjà vu un petit peu avec l'enquête de prévalence. 13% des antibiotiques sont prescrits sur une infection pulmonaire qui est virale, donc qui ne nécessite pas d'antibiotiques. 9% des antibiotiques sont prescrits sur une bactériurie asymptomatique. Et enfin, 34% des antibiothérapies sont supérieures à 7 jours sans argumentation. Donc, on retrouve vraiment le chiffre qu'on avait sur l'enquête de prévalence. Donc, diapo suivante. Alors, quels sont les indicateurs que nous avons pour suivre l'évolution des prescriptions? On a la caisse d'assurance maladie qui nous a bien aidés, qui nous a fait des extractions en 2022 et 2023 qui permettent de rendre ces tableaux suivants, enfin, ces diagrammes suivants, qui sont représentatifs des taux par département. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et que voit-on sur ce diagramme? Dans le 06, on a un résident sur deux qui a reçu une antibiothérapie au cours de l'année 2023, puisqu'on est à 50%. Ce chiffre est supérieur pour le Var et les Bouches-du-Rhône, puisqu'on est à un résident sur 1,8, et il est inférieur pour le 84, le 04 et le 05, puisque là, on est 1 pour 2,3. Donc, ce tableau nous montre quand même qu'on a trois départements qui sont quand même les plus gros prescripteurs sur la région. Donc, diapo suivante. Alors, on a pu récupérer des chiffres concernant les antibiotiques qui étaient générateurs de résistance, qui sont l'amoxicilline, l'acide clavulanique, céphalosporine troisième génération et les furoquinolones. Et sur
sur ce graphique suivant, par département, on s'aperçoit qu'on a à peu près un résident sur trois qui a reçu une prescription d'antibiotiques qui est génératrice de résistance bactérienne. Pour le 0,6, le 13 et le 83, donc on retrouve toujours les mêmes départements en tête. Et après, on a un peu moins de prescriptions. Sur le Vaucluse, on a un résident sur 3,3 et un pour 3,8 pour le 0,4 et le 0,5 qui seraient quand même les meilleurs élèves. Et donc, c'est sur ces prescriptions qu'on pourra avoir des actions quand même, de façon à les limiter aux strictes indications. Et si on prend le tableau, le graphique avec les fluoroquinolones, là, par contre, on s'aperçoit qu'on a une baisse constante depuis plusieurs années des prescriptions. On a à peu près une prescription sur 7 qui concerne une fluoroquinolone. Et bon, là, les départements, ils se tiennent à peu près tous, hein, donc voilà. Diapo suivante. Alors, nous, on a un autre indicateur qui est à notre disposition. Ce sont des indicateurs de la mission Primo qui nous donnent une consommation en DDJ pour 1000 journées d'hébergement et qui est un indicateur qui fait partie de la stratégie nationale de santé et donc qui est suivi par Santé publique France. Et on s'aperçoit qu'on est quand même relativement élevé en DDJ, puisqu'on est à 42,9 DDJ pour 1000 journées d'hébergement. On est quand même dans le rouge cramoisi des 3 régions les plus prescriptrices d'antibiotiques en EHPAD. Donc ça, c'est un indicateur qu'on suit au niveau de la région, de l'ARS et au niveau national. Donc la diapo suivante. Et donc, quels sont les impacts de ces prescriptions antibiotiques sur les résistances bactériennes? Puisqu'en fait, c'est un petit peu ça qui nous intéresse. Et donc, le marqueur bactérien, c'est l'Escherichia coli. On va donc suivre ces résistances sur les résistances aux céphalosporines 3e génération et aux furoquinolones, donc de l'Escherichia coli dans les urines. Alors, si on prend l'Escherichia coli, tout d'abord résistant au C3G, donc vous voyez qu'on a une valeur cible, c'est un indicateur de la stratégie nationale, on a une valeur cible qu'on devait atteindre en 2025 qui devait être inférieure ou égale à 8%. Donc, vous voyez quand même qu'en 2023, on était très loin. En 2024, ça s'arrange un petit peu. Ah non, en 2024, on a encore plus de résistance. J'ai marqué. Je ne vois pas très bien mon graphique. Oui, on est. Non, mais ce n'est pas le bon graphique que j'ai. Pardon, excusez-moi. Ah si, c'est ça. Donc, en 2023, on est au-dessus de 15% et 19% dans les Bouches-du-Rhône. Et en 2024, on a baissé. On est passé à 14% à peu près dans les Alpes-Maritimes, 12% dans le Var. Par contre, les Bouches-du-Rhône n'ont pas baissé. Et on est quand même passé dans le Vaucluse en dessous de la valeur cible de 8%. Donc, c'est quand même, les résistances sont quand même en train de s'améliorer. Et si on regarde les fluoroquinolones, c'était celui-là que j'avais. Les fluoroquinolones, là, vous voyez, on était quand même en rouge vif en 2023. On était au-dessus de 30% quand même dans 2 départements. Et la valeur cible quand même doit être inférieure ou égale à 18%. Et vous voyez quand même que ça s'est pas mal arrangé en 2024, hein, puisque on est passé quand même autour de 23%, 20%. Donc on a quand même bien diminué, hein. Et si vous voyez par contre, si on regarde la carte de France que je vous ai mis au-dessus, on est quand même parmi les départements où on a encore pas mal de résistance. Donc voilà un petit peu l'incidence sur l'Escherichia coli et donc c'est celui-là qu'on va vraiment suivre au cours des années pour voir si en diminuant nos prescriptions antibiotiques, on arrivera à diminuer les résistances. Visiblement sur les fluoroquinolones, ça commence à être efficace. Donc, pour terminer, en conclusion, l'antibiorésistance, on peut agir. On peut agir en évitant les prescriptions inutiles, notamment sur les infections pulmonaires virales et sur les colonisations urinaires. Il faut arrêter de faire des ECBU sans signe clinique, puisque derrière, à partir du moment où il y a un ECBU qui revient positif avec un antibiogramme, le médecin aura tendance à prescrire un antibiotique, même si c'est une colonisation. On doit favoriser les antibiotiques qui sont peu générateurs de résistance. Donc, c'est utiliser beaucoup l'amoxicilline dans les indications.
On peut réévaluer systématiquement et on doit réévaluer systématiquement les prescriptions à 24-48 heures. S'il n'y a pas d'amélioration, changer l'antibiothérapie. On doit limiter les traitements prophylactiques à visée urinaire aux strictes indications et surtout limiter à 7 jours, voire 5 jours, les antibiothérapies dans les infections pulmonaires, c'est 5 jours maintenant. Et les traitements curatifs, on a quelques exceptions et celles-là, les médecins doivent les connaître et on doit retrouver des prescriptions supérieures à 7 jours que dans ces indications. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, notamment, il y en a une Moi, c'est dans le chat. Pourquoi une telle différence entre le Vaucluse et les autres départements, tout de suite. par rapport notamment aux colis résistants au fluoroquinolone? Alors, j'ai pas d'indicateur spécifique à part les pourcentages du 84. On est à 14%, mais comme les autres départements. Et par contre, alors oui, il y a moins de prescriptions quand même. Il y a moins de prescriptions. Si on Il y a moins revient de prescriptions. Oui, oui, il y a moins de prescriptions. Alors, le 0,4 et le 0,5, il y a moins de prescriptions aussi en pourcentage. Par contre, j'ai pas les résistances, hein, puisqu'il y a trop peu de prélèvements qui sont renvoyés à Primo. Mais c'est vrai que le Vaucluse est un département où il y a moins de prescriptions et à l'hôpital aussi, hein, on l'a remarqué, en ville aussi, donc par rapport aux autres départements. Parce que finalement, ce qu'on peut dire, c'est que les endroits où on prescrit le plus de C3G et de quinolone sont les endroits où il y a le plus de résistance. Globalement, c'est à peu près clair comme association. Alors, pour avoir travaillé dans le Vaucluse pendant 10 ans en hygiène, il y a quand même des EMH et je pense qu'elles ont une action sur quand même la bonne pratique des ECBU. Elles interviennent beaucoup quand même sur la prévention des infections. Et ça a sûrement eu un impact sur les prescriptions antibiotiques parce que les équipes sont quand même très dynamiques au niveau EMH dans le Vaucluse, hein. Il y a une autre question là, qui est intéressante, c'est est-ce que certains départements seraient plus soumis aux infections en général que d'autres? Alors là, peut-être si on s'exonère des EHPAD, parce que là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est les EHPAD, hein. Mais vous avez raison, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on s'intéresse à la population générale, on retrouve cette surprescription de ces trois quinolones et on retrouve l'augmentation des résistances aussi dans les départements les plus prescripteurs. Alors, on s'interroge un peu. C'est vrai que nous, ça fait pas très longtemps qu'on est CRATB, hein. On a été officiellement nommé en 2023. Donc, on ne s'accuse pas pour l'instant d'être des très mauvais élèves parce que ça fait peu de temps finalement. On a la connaissance du fonctionnement de notre région. Mais il est clair qu'on doit s'interroger sur les modes de prescription du Sud. Alors, il y a peut-être des facteurs tout simples, comme quoi, par exemple, les médecins du Sud respectent moins les indications et les recommandations. Mais il y a peut-être aussi une question de population. Vous savez que en PACA, on a la population la plus âgée de France, hein, de 5 ans en moyenne de plus que la population française. Et puis, on a aussi une région où il y a beaucoup de personnes qui viennent de pays à fort taux de bactéries multirésistantes. Notamment, on a une grande communauté ukrainienne, russe, maghrébine, comorienne. Voilà. Tout ça, c'est des personnes où il y a dans leur pays beaucoup de résistance. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il faut qu'on se contente de ce genre de choses pour accepter qu'on ait des niveaux de résistance plus élevés, mais ça peut être des facteurs explicatifs. Et puis, il y a une autre explication qui pourrait être intéressante, c'est la pauvreté, notamment dans les grandes métropoles comme Nice et Marseille, où vous savez que le taux de pauvreté est d'environ une vingtaine de pourcents. Par exemple, par rapport à Paris, c'est 14%. Et c'est vrai que la précarité rime assez souvent avec une moins bonne utilisation des médicaments et des facteurs de risque plus importants d'infection. Donc ça peut être des explications éventuellement à poser à Par contre, ça serait intéressant de repasser, si tu peux, la troisième diapo, parce que justement, il y avait le pourcentage de l'enquête de prévalence sur les résidents infectés. Oui. Et on se rend compte que quand même, on était la région où il y avait le moins de résidents infectés, hein. Oui.
Voilà celle-là. Un peu de gauche. Est-ce que la personne qui a une jolie clairon peut arrêter son micro, s'il vous plaît? Alors, je vais les arrêter peut-être. Voilà. Oui, Moi, je effectivement, trouve que cette c'est de carte est noter intéressante, hein. un jour donné, hein, tu es d'accord? Quelquefois, le jour Oui, 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 un jour donné. n'est pas toujours très représentatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Catherine? Non. Est-ce que vous êtes, je ne dirais pas interpellé un petit peu quand même des résultats de l'enquête de 2024 par rapport à 2016? Moi, j'avoue que ça m'interpelle parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur les antibiotiques dits générateurs de résistance et on voit bien que malheureusement, et C3G et amoxicilline acétylclavulanique ont beaucoup augmenté encore en pourcentage par rapport à 2016. Donc, il faut vraiment qu'on soit conscient de l'impact de ces antibiotiques sur la génération de la résistance. Donc, moi, j'avoue que ça m'a vraiment interpellé ce résultat d'enquête et je te remercie de l'avoir trouvé puisqu'il est tout récent. Et je trouve que c'est vraiment un facteur de réflexion. Très bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais demander peut-être à Nadim s'il veut bien présenter son travail. Merci beaucoup, Nadim. Voilà, merci beaucoup Véronique. Bonjour à toutes et tous. Donc on nous a demandé de présenter le résultat d'un travail collaboratif avec Carole Labat de l'Omédit et l'ARS PACA, mise en forme par Lucie Laguerre, qui est médecin généraliste récemment nouvelle venue au sein du CRATB. Et donc voilà, ce livret du bon usage des antibiotiques en EHPAD et voilà, un condensé des recommandations nationales avec disons une volonté de mettre à disposition des prescripteurs en EHPAD un outil qui soit papier ou en ligne d'accès rapide à l'aide à la prescription des antibiotiques dans un contexte qui a bien été montré par la présentation précédente sur la région de probable surconsommation d'antibiotiques et probable rôle des EHPAD dans la surconsommation et un objectif commun qui est celui d'orienter vers un meilleur usage des antibiotiques pour diminuer les impacts, disons, secondaires de cette surconsommation, augmentation de la résistance aux antibiotiques ou effets indésirables et colite à Clostridium difficile, sans trop rentrer dans les détails. Donc finalement, dans ce livret, les points d'information et de messages restent bien entendu connus, mais voilà, la volonté, c'était de condenser tous ces éléments en un outil, un objet. Je ne sais pas si... alors, j'ai pas la main, si, j'ai la main. Ah, voilà. Voilà, donc le rappel du bon usage, qui est effectivement sur ce moindre usage des antibiotiques, avec une réévaluation systématique entre 24 et 72 heures. Cet élément qui est fondamental, on le voit sur pas mal de résultats d'audit, est un élément manquant souvent dans la prescription et la réévaluation. Et notamment la traçabilité de cette réévaluation est vraiment très importante. Élément également indispensable, c'est la prescription de durée de traitement, notamment dans des établissements où il peut y avoir de multiples intervenants prescripteurs. La durée permet effectivement de se baser sur les recommandations de la Société de pathologie infectieuse de langue française, et notamment avec une volonté de réduire au maximum les durées d'antibiotiques. La justification de tout traitement au-delà de 7 jours, donc cela également dans cette volonté de s'accorder aux recommandations
qui vise à limiter toute prescription inappropriée ou non justifiée au-delà de la durée recommandée. Adaptation des posologies à la fonction rénale, ça également, c'est un point majeur sur lequel il existe des outils en ligne disponibles et au sein enfin, dans le site du CRATB, on a mis en lien ces outils, notamment l'outil du groupe de néphrologues, le GPR, mais également les outils qui permettent d'adapter toute antibiothérapie à la fonction rénale. Ça, c'est un point fondamental. Ensuite, donc, effectivement, le focus sur les fluoroquinolones avec une alerte sur la proportion de souches d'entérobactéries résistantes aux fluoroquinolones, plus particulièrement les Klebsiella pneumoniae, mais également Escherichia coli, avec une recommandation de ne pas prescrire de fluoroquinolone en probabiliste lors de prescriptions antérieures dans les 6 mois précédents, avec un risque majoré de résistance dans ces cas-là. Également, cette recommandation de rester prudent en cas d'allergie à la pénicilline ou céphalosporine. Il y a des recommandations et des réactualisations des recommandations récentes qui montrent que dans ces situations-là, malheureusement, la tendance, c'est assez rapidement d'aller vers des choix de molécules pas forcément adaptés. Et donc, on a pris effectivement cette position d'orienter vers un avis auprès d'un service d'infectiologie référent. Donc là également, dans le site du CRATB, il y a les coordonnées des EMA de la région PACA, auprès desquels les avis peuvent être orientés. En cas de trouble de la déglutition, il convient effectivement, dans une population qui est particulièrement à risque, de vérifier la possibilité d'écraser, de piler les comprimés ou d'ouvrir les gélules. Et là, il y a également des outils en ligne, notamment le site de l'Omédite Normandie, qui a réévalué la liste des antibiotiques qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Donc voilà, là, c'est vraiment des rappels simples avec une volonté vraiment d'aller au plus indispensable pour ne pas noyer voilà, les prescripteurs de multiples informations. Alors j'arrive à... Voilà. Quelques notions également, mais qui ont déjà été, disons, mises en forme dans différents documents, et il nous semblait important de l'insérer dans ce petit flyer ou livret. Euh, L'importance de ne pas prescrire d'antibiotiques en cas de bronchite aiguë, d'exacerbation de l'EPCO légère à modérée, d'angine avec un test de diagnostic rapide négatif, de rhinopharyngite, de sinusite maxillaire sans signe de complications lors de diagnostic de la grippe, sans surinfection bactérienne, Covid, sans surinfection bactérienne, furoncle simple, morsure, griffure mineure, diarrhée simple sans fièvre, colonisation urinaire sans symptômes, plaie ou escarre en l'absence d'infection profonde objectivée. Toutes ces situations-là, bien entendu, nécessitent, dans certains cas, des examens complémentaires. Encore une fois, la volonté, là, c'était pas de refaire reprendre toutes les recommandations des différents cas nosologiques de maladies infectieuses, mais faire des rappels simples. Et encore une fois, notamment sur la distinction entre bronchite aiguë et pneumonie aiguë communautaire, l'importance de l'imagerie thoracique, l'importance des examens microbiologiques. Et ça, c'est effectivement une difficulté euh, partagée par les prescripteurs en EHPAD, c'est l'accès aux examens complémentaires. Euh, Bien entendu, c'est pris en compte, mais ça nécessite néanmoins voilà, de garder en, en tête les recommandations
avec le choix des molécules donc, qui est détaillé ici par site. On a tout d'abord la sphère respiratoire, donc on a décidé de reprendre les dernières recommandations avec, il y a eu effectivement encore des mises à jour récentes, donc c'est un document qui sera amené à évoluer, bien entendu, euh, 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 au fur et à mesure des mises à jour des recommandations. Donc, pneumonie aiguë communautaire, sans comorbidité, l'amoxicilline, euh, seul. Et donc ça aussi, c'était un point important. On n'a pas détaillé sur les notions de comorbidité, mais l'âge ne faisant pas partie des comorbidités sur les dernières recommandations, il nous semblait important de maintenir cette possibilité de prescription de l'amoxicilline en première intention en l'absence de comorbidité, ce qui n'est pas fréquent à partir d'un certain âge, mais qui peut concerner un certain nombre de patients. Avec au moins une comorbidité, l'augmentin. Surinfection bactérienne d'une infection virale, l'augmentin à privilégier. Situation évocatrice d'une bactérie atypique, macrolide à privilégier. Plus particulièrement euh, l'azithromycine et les alternatives, pristinamycine ou doxycycline. Là encore une fois, disons l'objectif de ce document est d'être une aide à la prescription, encore une fois orientée sur les sites de recommandation pour des situations particulières. La durée de traitement jusqu'à obtention des critères de stabilité clinique, et là encore une fois avec ces possibilités de raccourcissement des durées de prescription pour les pneumonies communautaires jusqu'à 3 jours, avec une évaluation à 3, 5 et 7 jours. Et donc ces critères de stabilité clinique sont l'obtention de l'apyrexie, une hémodynamique stable, l'absence de polypnée et l'absence de désaturation, bien entendu. Pour les exacerbations de BPCO, l'augmentation du volume de purulence et des expectorations de plus de 48 heures, euh, l'antibiothérapie n'est indiquée que en cas de signe de gravité de la BPCO, enfin, pardon, en cas de signe de gravité de la présentation aiguë ou si la bronchopathie chronique obstructive sous-jacente est à un stade dit sévère selon la classification de Gold. Donc là encore, on renvoie sur les recommandations. Il n'était pas envisageable de mettre sur une même page à 4 toutes ces informations. Donc là, encore une fois, en première intention, la molécule à privilégier, c'est l'amoxicilline. En cas de facteur de risque d'échec thérapeutique ou de complications, c'est l'augmentin. Et enfin, pour les pneumonies d'inhalation, l'augmentin, avec une alternative possible en cas de voie orale non disponible, qui serait la ceftriaxone seule. C'est les dernières recommandations. Plus de place pour le flagyl en association dans ces situations-là. Pour la sphère ORL également, donc une simplification, otite moyenne aiguë purulente ou sinusite aiguë ou angine aiguë, c'est l'amoxicilline, Péros, euh, 1 g x 3 pour les deux premières, 1 g x 2 pour l'angine aiguë, pour des durées spécifiques, 5 jours pour l'otite moyenne aiguë, 7 jours pour la sinusite aiguë et 6 jours pour l'angine aiguë, l'alternative étant la pristinamycine dans ces indications. Infection cutanée, là, on a également rappelé l'importance de ne pas réaliser de prélèvements superficiels avec un risque d'information erronée sur la colonisation plutôt que sur les pathogènes responsables de l'infection. Donc, dermohypodermite bactérienne non nécrosante, durée de traitement 7 jours, avec l'amoxicilline après privilégiée. Furoncle compliqué, pristinamycine. Furonculose disséminée, c'est la même chose avec une durée prolongée de 7 jours. Infection du pied diabétique, là aussi,
situation relativement fréquente à partir enfin, pour les patients diabétiques et avec un risque majoré avec l'âge. Et donc là, on renvoie sur les recommandations pour les grades. Et donc à partir d'un grade G2, euh, un érythème inférieur à 2 cm autour de la plaie, pristinamycine 1 g x 3 pendant 7 jours. Et à partir de G2, augmentin 1 g x 3, G3, G4, durée 10 jours après excision des zones de nécrose, avec la recommandation de drainage de tout abcès, et bien entendu en l'absence de signes d'ostéite qui nécessitent une évaluation d'imagerie ostéo-articulaire pour pouvoir infirmer la présence d'ostéite. Sphère urinaire, donc rappel indispensable, le fait de distinguer les bactériuries asymptomatiques des infections, avec effectivement cette recommandation de ne pas réaliser de bandelette urinaire ni de CBU en l'absence de symptômes. Et donc finalement, pour les situations retenues, étant donné que les cystites en EHPAD, les cystites sont forcément à risque de complications. Le CBU est obligatoire avant tout traitement. Traitement probabiliste, les molécules à privilégier, c'est la nitrofurantoïne ou le monuril. Et l'adaptation secondaire à l'antibiogramme pour une durée totale de 7 jours pour les cystites à risque de complications euh, par l'amoxicilline, pivmécillinam ou nitrofurantoïne en fonction de la documentation bactérienne. Pour les pyélonéphrite à risque de complications, fluoroquinolone, là, cette fois-ci, 500 mg 2 fois par jour, avec une alternative possible qui est la céphalosporine de troisième génération, ceftriaxone, euh, et une adaptation, bien entendu, à l'antibiogramme, une durée de 10 jours préconisée, et en privilégiant les molécules avec le spectre le plus étroit. Enfin, la prostatite aiguë, fluoroquinolone en première intention, alternative céphalosporine de troisième génération, adaptée à l'antibiogramme en privilégiant les molécules à bonne pénétration prostatique, telles que le Bactrim ou les fluoroquinolones. Éviter, bien entendu, les molécules qui pénètrent mal au niveau prostatique, notamment la nitrofurantoïne, céfixime et augmentin. Durée recommandée 14 jours. Et dans les cas d'infection à entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu ou situation avec un profil de résistance complexe, on recommanderait un avis infectiologique ponctuel. Enfin, pour la sphère digestive, donc un rappel sur la nécessité de réserver les traitements antibiotiques uniquement si diarrhée grave, c'est-à-dire une diarrhée cholériforme gastro-entérite, associée à une fièvre, un nombre de sels supérieur à 6 et des risques de complications. euh, un épisode récent dans les moins de 3 mois, une immunodépression. L'indication de faire une coproculture euh, dans ces situations-là et de pouvoir adapter l'antibiogramme pour une durée totale de 5 jours euh, au total. La recherche de Clostridium difficile, donc là encore avec la recherche de toxines systématiques, donc là encore on renvoie sur les recommandations les plus récentes. Et en cas de positivité, on a maintenu les 2 molécules qui restent recommandées, même si la délivrance hospitalière des 2 traitements pour le moment reste toujours d'actualité. Donc c'est une problématique complexe, la prise en charge des colites à Clostridium difficile, et ça fait l'objet d'un projet que l'on a soumis récemment pour, en région PACA, proposer une filiarisation de la prise en charge des colites à Clostridium difficile. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter voilà, pour que je puisse vous informer plus en détail sur ce projet-là. Euh,
Voilà, donc j'ai terminé sur ce... Ah pardon, pour la sphère ophtalmologique également, qui est une situation également fréquente, euh, infection virale la plupart du temps, et l'indication uniquement si persistance, plus particulièrement unilatérale, à plus de 48 heures de collyre de tobramycine, adapté éventuellement à l'antibiogramme s'il y a eu des prélèvements locaux. Voilà, merci beaucoup. Merci Nadim. Tu pourras nous faire, tu n'avais pas prévu de nous faire un panorama là, des différents outils parce que ce que vous a présenté Nadim, il y a deux outils pratico-pratiques pour vous. Il y a un format affiche et il y a un format flyer, c'est-à-dire que pour mettre dans la poche un petit fascicule qui va être divisable en trois pour que vous puissiez l'avoir tous en tant que médecin éventuellement dans la poche. Parce que l'idée, c'était justement que il y ait cette façon simple pour vous de vous référer aux recommandations. Et puis, je pense qu'il y a aussi sur la fiche, tu es d'accord, Nadim, les coordonnées, toutes les coordonnées des différents médecins, lignes de recours rapide, mail, voilà, pour que vous puissiez avoir accès aux différents conseils. Tu n'avais pas prévu de le mettre, de mettre la fiche en entier? Ah, non, mais oui, je vous l'enverrai, comme ça. Oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous ayez donc tous ce document de façon à le mettre dans les salles des infirmières dans les EHPAD et de façon à pouvoir l'afficher simplement de façon très, voilà, très accessible. Moi, j'avais une question à te poser. J'en ai deux, en fait. Une pour répondre aux commentaires de docteur Estelle Gonzalez, je crois, dans le chat, qui dit tous les résidents d'EHPAD ont au moins une comorbidité en dehors de l'âge. Alors là, si vous permettez, docteur Gonzalez, dans la prochaine présentation, je vais vous faire vraiment le listing détaillé de ce que la SPILF appelle les comorbidités. Et vous verrez qu'en fait, on n'est pas forcément, à mon avis, hein, mais j'avoue que je ne suis pas une grande spécialiste des EHPAD, mais je ne suis pas sûre qu'on soit tout le temps sur la présence d'une comorbidité. Et moi, j'avais une question, mais peut-être qu'on n'en a pas parlé ensemble. Vous avez vu que dans cette affiche, on a parlé des infections urinaires les plus classiques. Et il y a depuis 2, 3 ans une entité qui est un peu mise sur le devant de la scène, qui est la cystite de l'homme. La cystite de l'homme avec ses caractéristiques d'absence de fièvre, mais qui pourrait bénéficier d'un traitement différent puisque quand on n'a pas de suspicion de prostatite, il est autorisé de passer à une antibiothérapie simple pendant 7 jours. Alors, je voulais poser la question aux médecins qui sont dans la salle. Est-ce qu'il vous arrive assez souvent déjà de vous adapter à ces nouvelles recommandations sur la cystite de l'homme ou pas? Puisque nous, on a pris le parti de ne pas le marquer sur notre fiche de résumé parce qu'on s'est dit, est-ce que vraiment c'est quelque chose de fréquent en EHPAD? Voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Aux médecins des EHPAD. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé ces traitements de 7 jours pour la cystite non fébrile de l'homme? Bonjour, moi je suis médecin en EHPAD et non, ça c'est pas produit pour l'instant. D'accord, mais vous avez connaissance de ça, docteur Gonzalez? Oui. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que pendant des années, on a expliqué aux médecins que l'homme ne faisait pas de cystite, mais que des prostatites. Et donc, il fallait toujours le traiter 14 jours. Et maintenant, il semble quand même qu'on puisse faire une classification de certaines infections urinaires, encore une fois, non fébriles, pour lesquelles 7 jours peuvent suffire et avec des molécules qui n'ont pas forcément une bonne diffusion prostatique. Et là, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on arrive en même temps, bah, Laurence, peut-être Prod, c'est dans l'Assemblée, elle devait venir un petit peu plus tard. Effectivement, on arrive sur les antibiogrammes ciblés qui théoriquement ne vont pas rendre ces molécules pour l'homme, puisque c'est comme ça que ça doit être un petit peu mis en avant. Voilà, donc ça va, je pense, donner lieu à certaines discussions, à des choses pas forcément très simples, mais je pense que c'est important qu'on ait au moins connaissance de cette entité et qu'on puisse en discuter ensemble. Et donc, il y a un autre médecin qui dit, jamais utilisé d'antibiotiques pour la cystite de l'homme, géré soit comme une colonisation, soit comme une prostatite. Donc, finalement, soit rien, soit 14 jours d'antibiotiques, hein, j'imagine dans le commentaire.
Voilà, mais c'est intéressant au moins d'avoir la connaissance de ces travaux qui aujourd'hui nous disent qu'on peut éventuellement faire ça. Est-ce qu'il y a... Moi, je voulais aussi insister peut-être sur le fait que c'est facile pour nous de dire aux gens, bah, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne traitez pas une infection virale par antibiotiques, ne traitez pas une colonisation. Bon, tout ça, on a bien conscience que c'est extrêmement compliqué hein, sur le plan de la clinique en EHPAD. Et il est hors de question de dire et de montrer du doigt en disant que les choses sont pas bien faites ou voilà. L'idée, c'est simplement de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on a d'autres outils pour nous aider à différencier, par exemple, pneumopathie de bronchite ou de grippe? Et c'est ça aussi que je voulais discuter avec vous. C'est est-ce que, par exemple, vous avez certains des médecins dans l'EHPAD qui sont formés aux échographies, puisque maintenant l'échographie pulmonaire fait partie du diagnostic iconographique des pneumopathies. Donc ça, c'est une question que j'aimerais bien poser à l'Assemblée. Et la deuxième, dans la diapositive de synthèse de Catherine, je pense que ce qu'il faut surtout travailler, c'est la durée des antibiotiques. Parce que si à 24-48 heures, vous n'avez pas d'argument pour quelque chose de bactérien, là, vous pouvez quand même arrêter les choses. Et puis surtout, les durées dans les infections urinaires. Moi, j'ai eu ma consultation ce matin, j'ai vu plusieurs patientes. Beaucoup d'entre elles, pour pas dire toutes, avaient des traitements de 14 jours pour des cystites. Donc, il n'y a vraiment pas de raison d'avoir des durées prolongées pour des pathologies bénignes. Et je crois que le gros effort qu'on pourrait tous faire ensemble, il repose beaucoup sur la durée. Donc, je reviens à ma question de tout à l'heure. Donc, est-ce que quelqu'un peut éventuellement répondre sur l'échographie? On n'a pas d'échographe en EHPAD. Et c'est pour ça que l'idée, ce serait que des médecins soient formés et qu'il puisse y avoir éventuellement des échographes dans des réseaux d'EHPAD. Pas de médecin, non. Échographe cher. Bah, oui, c'est vrai que à l'achat, ça peut être cher, mais la rentabilité ou l'intérêt sur un diagnostic n'est pas toujours simple. Hein. Le diagnostic de pneumopathie, même en radio, hein, chez un sujet âgé, peut faire l'objet, je pense, d'une réflexion. Voilà, peut-être arriver à mutualiser un échographe, je ne sais pas. Je pense que tout ça, c'est des réflexions qui doivent peut-être se tenir au lien de CPTS ou au lien de réseau d'EHPAD. Alors, merci d'avoir posé la question, Muriel, pour la CRP. Eh bien, en fait, les dernières recommandations dont je vais vous parler insistent pour dire que le diagnostic d'une pneumopathie doit être clinique et que, si possible, il ne faut pas utiliser ni CRP ni PCT. Alors, je sais bien que là aussi, c'est compliqué. Vous vous dites, bon, bah, très bien, mais qu'est-ce que je fais finalement? Eh bien, l'auscultation, la radio doivent nous amener à faire notre choix et la CRP va pas être hyper discriminante et la PCT encore moins. Et donc, l'idée, c'est pas de dire n'en faites plus du tout. L'idée, c'est de se dire, est-ce que vraiment votre expérience clinique vous porte à croire que c'est des outils biologiques dont vous avez absolument besoin? Et est-ce qu'on ne pourrait pas baisser un peu le niveau de consommation de ces outils biologiques qui, pour la plupart du temps, quand même, sont pas véritablement très intéressants. C'est une question ouverte, hein, c'est une question à débattre. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'en discuter ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Moi, je me permets d'intervenir encore une fois. En fait, la biologie, c'est très facile pour nous puisque on a une convention avec le laboratoire et la préleveuse ou les infirmières de l'EHPAD savent que tel jour et tel jour, ça passe. Et c'est quelque chose qui est assez maîtrisé comme circuit. En EHPAD, c'est hyper compliqué dès l'instant où on veut avoir une radio, on a l'ambulance qui vient pas, on n'a pas le compte-rendu de radio, on a la radio dans 5 jours. Euh, et par rapport à notre temporalité, le temps de présence du médecin traitant, sa disponibilité en dehors de son temps de présence sur l'établissement, ça devient tout de suite hyper complexe. Beaucoup d'énergie pour un gros taux d'échec. Oui, et vous êtes d'accord peut-être quand même que la CRP peut ne pas avoir toute sa valeur chez quelqu'un d'âgé qui peut avoir d'autres problématiques et donc ne pas forcément vous aider énormément. Bien sûr qu'une CRP très élevée va vous faire penser qu'on est sur une pneumopathie, mais Alors, on fait des cinétiques. Je pense que, voilà, moi, en tout cas, je suis assez prudente sur les traitements antibio.
J'aimerais bien avoir un échographe effectivement à disposition pour optimiser l'examen clinique qui est très compliqué, surtout quand il y a des troubles de la communication, quand il n'y a pas de participation à l'examen clinique. Donc oui, nous on prendrait tout ce qu'on nous donnerait comme aide, mais qu'on ait à disposition sur place en fait. Vous voyez. Mhm. Il y avait à l'époque des cabinets de radiologie qui avaient un camion et on savait que tel jour, il y avait le camion qui passait pour avoir la radio pulmonaire, par exemple. Ça, c'était aussi un outil qui était assez facile. Alors, je ma propre expérience, peut-être que les autres médecins co d'EHPAD n'ont pas du tout le même avis. Oui, mais je me pose la question, comme vous dites, je pense que ce serait intelligent de mutualiser quelque chose qui pourrait passer, alors peut-être pas tous les jours, mais un jour sur deux, qui pourrait être disponible pour faire un diagnostic. Et l'échographie semble être moins liée à la qualité d'une radio, dont on sait que c'est pas facile, effectivement, chez un sujet âgé, d'obtenir une radio de bonne qualité, quoi. Donc, ben voilà, Nadim, vous voyez le diaporama de Nadim ou pas? Oui. Très bien. Donc, Nadim, là, vous montre la fiche telle qu'elle est dans sa globalité. Donc, vous voyez qu'elle a été fabriquée pour être pliée en trois et pouvoir être dans une poche, voilà, au quotidien pour Mais tu pouvoir peux venir. Enfin, noter. si ça te dérange pas, moi ça me dérange pas. Voilà. Merci beaucoup, Nadim. Très bien. Bon, ben, écoutez, si vous voulez, on va passer à la communication suivante, s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, Nadim. Si tu peux, ben, tu l'enlèves si tu veux, voilà. Donc, moi, je vais vous parler en quelques minutes de quelque chose qui est peut-être un petit peu plus nouveau pour vous dans la façon d'entendre cette justification. Alors, c'est vraiment à discuter, mais moi, je suis par principe très attachée à garder l'équilibre du microbiote, hein. On en parle beaucoup de notre microbiote depuis des années. Et on a aujourd'hui des nouvelles notions sur le microbiote pulmonaire. Alors, je voulais vous les partager un petit peu pour que ce soit une nouvelle façon de réfléchir. Notre microbiote pulmonaire, si on regarde un petit peu le poumon, on pourrait penser qu'il est utile pour un certain nombre de choses, hein. Vous le savez, la défense antimicrobienne, c'est une surface d'échange, notamment avec l'oxygène, l'immunité. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la notion de la non-stérilité du poumon, elle est assez récente. Jusqu'à présent, même au début de mes études de médecine, on considérait que le poumon, notamment ce qui se passait enfin, au fond des bronches, pouvait ne pas être colonisé par des bactéries, alors que c'est bizarre, parce qu'on sait bien que c'est un système ouvert. Il y a donc un double flux au niveau du poumon, il y a des facteurs d'entrée et des facteurs de sortie. Alors, parmi les facteurs d'entrée du microbiote respiratoire, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en premier lieu, il y a la cavité buccale. Alors, on sait que la cavité buccale, chez les sujets âgés, elle est assez souvent en mauvais état, mais bon, elle est quand même voilà, à surveiller et à entretenir. Il y a l'air ambiant, qui peut être vecteur de bactéries ou de virus. Et puis, il y a le tractus digestif, avec notamment les micro-inhalations ou les inhalations qui ensemencent le poumon. Et puis, comme facteur d'élimination, eh bien, il y a le réflexe de toux, il y a la ciliature, et puis il y a l'immunité. Et donc, la connaissance du microbiote pulmonaire, elle a donné lieu à cette découverte assez incroyable. Eh bien, c'est que figurez-vous que le microbiote pulmonaire, il est constitué à 50% d'anaérobie. Si vous regardez un petit peu cette image ici qui montre les différents microbiotes que nous avons, alors ils ne sont pas tous là, hein, mais là vous avez le vagin, vous avez l'estomac, vous avez la bouche, le nez, etc. Eh bien, vous remarquez qu'entre le poumon et le tube digestif, eh bien, il y a énormément de similitudes en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on va se rendre compte que les anaérobies sont protectrices. Effectivement, les derniers travaux montrent que les Prevotella, Veillonella, Poriphoromonas sont des bactéries qui sont douées du pouvoir de fermenter des mucines pulmonaires et de les transformer en métabolites comme des acides gras à chaîne courte qui interviennent beaucoup dans notre défense immunitaire, notamment innée, notamment ce qu'on appelle l'acétate, qui favorise aussi la production d'interférons gamma. Donc, nos anaérobies sont protectrices. Ça, c'est déjà un message qu'on essayait de porter avec nos confrères du digestif qui ont le métronidazole facile. Et en réalité, bah, toute cette diabolisation des anaérobies qu'on a faite, peut-être qu'on est en train de revenir un petit peu en arrière. Et vous voyez que ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on peut faire maintenant un parallèle entre le poumon
et le tube digestif. On appelle même ça l'axe intestin-poumon. Et en fait, si on regarde la muqueuse pulmonaire en bonne santé et la muqueuse digestive en bonne santé, eh ben vous voyez que quand elle est en bonne santé, les jonctions des épithéliums sont bien serrées, il y a peu de molécules anti-inflammatoires qui sont produites, et donc finalement nos cellules immunes sont stimulées, mais de façon calme, j'ai envie de dire, hein. Et vous voyez que pour l'intestin, c'est pareil, jonction serrée, un bon microbiote équilibré, et tout ça est équilibré. Si on est soumis à différentes triggers, qu'on va appeler d'un nom qui peut être le tabac, qui peut être la pollution, qui peut être plein de choses, eh bien, en fait, tout ça, ça va agir sur les espèces réactives de l'oxygène, c'est-à-dire que ces polluants vont abîmer les anaérobies, ce qui va favoriser les atteintes épithéliales, ce qui va favoriser la dysbiose, favoriser l'inflammation et l'infection. Et donc, vous voyez que tous ces polluants, c'est marqué au sens large, hein. Je vous dis, ça peut être le tabac, ça peut être la pollution de l'air, ça peut être plein de choses. Eh bien, ça va favoriser donc un microbiote qui est déséquilibré, l'élargissement des jonctions cellulaires, la fabrication de médiateurs pro-inflammatoires, la stimulation des cellules immunes. Et donc, tout ça va augmenter l'inflammation respiratoire. Donc, on est sur ce parallélisme et sur cette compréhension des enjeux et surtout la compréhension de l'importance des anaérobies. Ce qui peut peut-être expliquer les différentes recommandations de 2025, vous avez vu, elles sont toutes récentes, elles ont nécessité la collaboration de la SPIC, de la Société de Pneumo, de la médecine d'urgence, de la microbio, de la radio, de la réanimation. Donc, toutes ces recommandations, elles sont étayées par de très nombreuses spécialités, hein, les spécialistes. Donc, je vais juste réinsister, mais rapidement, sur ce que vous a dit Nadim. Effectivement, que dans la pneumopathie communautaire, le premier choix, c'est, quel que soit l'âge et sans comorbidité, l'amoxicilline. L'idée, c'est vraiment de repositionner cette amoxicilline. Pour le reste, rien de vraiment beaucoup changé sous le soleil, mais vous voyez qu'on n'a pas du tout dans ces tableaux la présence des quinolones, et il faudra les argumenter uniquement si allergie grave au bêta-lactamine et pas d'autres possibilités thérapeutiques. Donc ça, c'est vraiment un tableau que je vous conseille de bien assimiler. Et quand on réévalue notre patient à la 48e ou 72e heure, eh bien, si ça ne marche pas, on switch, on n'associe pas le macrolide, on le switch. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Quelles sont les fameuses comorbidités? Et c'est là où il faut bien peut-être aussi les connaître parce que vous voyez qu'elles sont bien listées, bien identifiées. C'est quand un patient a été hospitalisé dans les 3 mois précédents, donc l'hôpital, hein, plus facteur de maladie nosocomiale. C'est quand il a reçu une antibiothérapie dans le mois, mais cette antibiothérapie n'est pas une antibiothérapie à large spectre. Vous voyez, tout ce qui concerne le traitement des cystites, par exemple, est exclu de ce calcul. C'est quand il est alcoolique avec ou des troubles de la déglutition. C'est quand il a une maladie neurologique avec risque de fausse route, donc déterminé, AVC, Parkinson, démence ou CEP. Quand il a un cancer actif, pas donc guéri. Quand il a une immunodépression qui est aussi définie par une corticothérapie, une asplénie, un VIH mal cadré ou des immunosuppresseurs ou un déficit immunitaire. Quand il a une BPCO sévère, hein, vraiment avec moins de 50% de la théorie en VEMS. Quand il a une insuffisance cardiaque congestive, insuffisance hépatique et insuffisance rénale avec un DHG inférieur à 30. Alors bien sûr que vous avez des patients qui sont dans cette catégorie, hein, mais peut-être que tous n'ont pas ça. En tout cas, l'asthme, par exemple, n'est pas une comorbidité qui justifie la modification du traitement. Et puis, concernant la durée, là, c'est un peu, je dirais peut-être un petit peu pour vous challenger, mais c'est vrai que dans le travail d'Aurélien Dine, il a été jusqu'à proposer des traitements de 3 jours. Mais ceux-là ne sont quand même pas validés, comme vous le voyez, pour les patients immunodéprimés, insuffisants respiratoires. Je vous conseille en EHPAD de ne pas forcément aller sur cette durée-là. Mais en revanche, une PAC avec des stabilités cliniques à J3, on peut tout à fait s'autoriser à arrêter le traitement à J5. Et quoi qu'il en soit, on arrête toujours à 7 jours, avec là les critères de stabilisation. Critères de stabilisation, ça ne veut pas dire qu'on ne tousse plus, hein. Ça veut dire qu'on est quasiment apyrétique, qu'on est stable sur le plan tensionnel, que la fonction respiratoire est correcte et qu'on a une saturation qui est aussi tout à fait correcte. Ne pas oublier, bien sûr, le rappel des vaccinations. On ne fait pas de travail aujourd'hui sur les vaccinations, mais vous savez qu'il y a beaucoup de progrès à faire, notamment sur la vaccination pneumocoque.
Et puis la pneumopathie d'inhalation, parce que ça, c'est un vrai scoop, hein. Le travail a été fait aussi avec le groupe Ginger, donc le groupe gériatrique de la SPILF. Eh bien, si en première intention, on garde l'augmentin, bien aussi parce que de temps en temps, il y a des hémophilus, il y a des staph, il y a des bactéries qui peuvent être, qui nécessitaient ce spectre, eh bien, vous voyez qu'en deuxième intention, lorsqu'on n'est pas en capacité de donner un traitement oral, eh bien, on ne va pas donner, comme vous l'a déjà dit Nadim, on ne va pas donner de métronidazole en association. S'il y a une contre-indication au bêta-lactamine, ce sera le Bactrim. Et il n'y a qu'en cas d'échec, un patient qui va vraiment pas bien, où on passera à la tazocine. Voilà, c'est une recommandation donc nouvelle, un peu originale. Et il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui parlent de nos bactéries protectrices. Alors pour finir et pour être encore un petit peu plus disruptive, je voulais juste vous montrer cette diapositive de Jean-François Bach que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il faut prendre un peu de recul. Bien sûr qu'on est très content d'avoir des antibiotiques. Bien sûr que ça a sauvé des millions de vies, hein. Le problème n'est pas là. Mais vous voyez que quand on regarde notre microbiote, là c'est des diapositives qui montrent un petit peu les maladies qui existent et comment on peut faire le lien avec notre microbiote. Eh bien, toutes ces maladies infectieuses ont quasiment disparu grâce encore une fois aux antibiotiques, vaccins, etc. Mais notre microbiote qui est maintenant pauvre, qui n'arrive pas à nous défendre, qui se tourne vers notre propre constitution par des maladies auto-immunes, eh bien, il a malheureusement permis l'augmentation des maladies chroniques, dites maladies occidentales, mais qui sont aussi en lien avec ce microbiote qui est pauvre. Donc, on pourrait dire que les antibiotiques ont un peu une double visage, hein, comme Janus. C'est des sauveurs de vie, mais c'est aussi des disrupteurs de microbiote, antibiotiques, anti-vie. Il ne faut pas oublier quand même ça. Et chez les seniors, ça a pas mal d'impact. Ça augmente la dysbiose physiologique, hein. Normalement, quand on est âgé, c'est vrai qu'on a une dysbiose. Le microbiote est moins varié et moins performant. Mais ça majore bien sûr cette dysbiose, surtout s'il y a d'autres associations qui sont fréquentes aussi en EHPAD comme les IPP. Et on sait aujourd'hui que cette dysbiose, elle favorise la sarcopénie par réduction de la synthèse des protéines musculaires, c'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Elle favorise l'inflammation chronique et ça favorise les troubles cognitifs. Et elle favorise les intolérances digestives et donc la dénutrition et la réduction vitaminique. Voilà, donc il faut trouver le bon équilibre entre je donne un antibiotique quand c'est indispensable et je protège mon patient. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on dit on va couvrir le patient par un antibiotique. Bien, ça, c'est typiquement l'élément qui est péjoratif, puisque en faisant ça, on interfère avec toutes les fonctions du microbiote qui nous défendent et qui sont notre premier protecteur. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous raconter sur le microbiote. Je ne sais pas si ça vous fait un petit peu réagir. Oui, antibiotique, azithromycine, Muriel, c'est un antibiotique critique, hein. L'azithromycine, il faut essayer de le donner avec parcimonie parce qu'il permet des réductions de durée, étant donné sa demi-vie, mais il permet aussi une demi-vie très, très progressive dans l'organisme et donc favorise les résistances. Ça, c'était pour répondre à Muriel parce que ça date peut-être de la dernière fois. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez un petit peu des anaérobies maintenant. Est-ce que vous avez changé votre regard? Est-ce qu'il y a une question sur cette présentation? Non? Ça vous inspire rien de particulier? Bon, bah, écoutez, à ce moment-là, je vais demander à Laurence. Si tu veux bien, Laurence, très bien, Muriel, elle dit qu'elle a changé depuis 2024, c'est super. Bravo, très bien. Laurence, si tu veux bien présenter peut-être les propositions que tu as faites, s'il te plaît. Est-ce que tu as besoin de partager? Oui, tu peux partager, hein? Ah, on t'entend pas en revanche, Laurence. Dis-nous un petit mot là. Non, je t'entends pas. Et là, vous m'entendez? Ah, bravo, super. Nickel. Ok. Heureusement, j'ai une super assistante à côté, hein, parce que sinon, je m'en sortais pas.
Donc, excusez-moi, j'ai pris la, la formation en cours de route. Donc, je vais pas vous partager ce qu'on a mis en place comme bulletin de trimestriel pour les établissements de santé. L'idée, c'est, dans le cadre de notre coopération avec le CRATB, c'est de mettre en place, selon un format lequel on va peut-être discuter ensemble, un bilan destiné aux établissements médico-sociaux qui permettrait de décliner donc en temps réel plusieurs points, c'est-à-dire l'épidémiologie virale et l'épidémiologie bactérienne qui est au niveau local, régional, comparé au national. Donc avec l'ensemble des données actualisées, hein, c'est-à-dire que ce qu'on va vous présenter, c'est exactement ce qui se passe autant à telle semaine ou sur tel mois en temps réel. Décliner également ce bulletin en fonction des outils qui vous sont destinés de la mission Primo et de manière globale du REPIA, qui sont très autoporteurs et qui peuvent répondre à un besoin temporel au regard de tout ce qui se passe actuellement et qui correspond à notre région ou notre département. Décliner des informations qui sont ciblées sur la gestion des bactéries multirésistantes et surtout des bactéries hautement résistantes. Comme vous le savez, on a une montée exponentielle des OXA 48 like en France qui sont autochtones, avec une circulation qui est actuellement à bas bruit en ville et donc qui peuvent arriver dans les EHPAD, mais également dans les établissements médico-sociaux. Donc, comment, comment les gérer? Quel ressenti vous avez vis-à-vis de ces BHR et quelles sont les informations dont vous disposez pour mieux comprendre ce que vous devez mettre en place? Et enfin, un point qui est sur la problématique des antibiotiques et de la vaccination et toutes les nouvelles recommandations qui sortent à ce sujet. Mais toujours pareil, c'est dans un processus dynamique. L'idée, c'est pas de vous envoyer un catalogue, c'est de répondre à un besoin d'information en temps réel. Donc, pour mettre ça en place, c'est déjà mis dans les établissements de santé, les MCO. Je vais avoir besoin avec Véronique finalement de vos ressentis, du niveau de format, de comment, de quelle dans quelle temporalité on peut vous adresser ce type d'informations, qui restent quand même des informations papier, donc c'est toujours plus difficile. Vous êtes noyé par les informations. Donc comment mieux vous toucher et quels sont les interlocuteurs à qui on va adresser ce type de feuille de route. Aussi, je propose, si Véronique est d'accord, parce qu'on s'est mis, on a parlé de ce sujet de manière tout à fait récente, de vous adresser un formulaire qui correspondrait à vos attentes et aux destinataires de ce type de bulletin épidémiologique, on va dire, à la carte. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des questions à ce sujet, si ça vous intéresse. Moi, j'ai une question, Laurence. Pourquoi papier? Pourquoi pas numérique? Ah, c'est numérique, hein. De toute façon, c'est numérique. Oui, Pour moi, c'est un format papier parce que c'est un document qu'on va lire, bien entendu, à travers, qu'on va envoyer via une messagerie mail, etc. C'est du oui, numérique. c'est pas papier, oui, c'est Voilà, non, c'est un format oui, numérique qu'on d'accord. pourra adosser au CRATB, bien entendu, donc qui sera disponible en fonction sur divers supports, mais l'objectif quand même, c'est qu'il vous soit adressé en temps réel, si vous D'accord. voulez, de manière à ce que vous puissiez recevoir l'information et que vous ne soyez pas obligé d'aller la chercher. Oui, oui, ok. Voilà. Donc c'est voilà.
Donc après, effectivement, je peux vous partager ce que on fait pour les établissements de santé, mais est-ce que vous avez une perception de ce type de bulletin épidémiologique? En fait, c'est la manière de converger toutes les informations en lien avec l'épidémiologie virale, bactérienne, les émergences des virus, les changements, par exemple, actuels de variants pour le Covid, les modifications qui sont un petit peu dispatchées sur plein de supports différents. L'idée, c'est de vous les concentrer et de les personnaliser. Et personnaliser sur le département et sur la région. Éventuellement de faire des comparaisons sur le national. C'est ce qu'on fait par exemple dans le cadre du réseau Renal Relab, où on a en temps réel l'épidémiologie des virus respiratoires. Oui, regarde, tu as deux avis favorables, là, le docteur Gonzalez, le docteur Gardin. Peut-être tu peux montrer un peu quand même à quoi ça ressemble, comme ça, comme tu m'as montré. Hein? Ouais, alors comme sur Zoom, je vais avoir besoin de ma petite assistante parce que Zoom, je connais pas très bien. Ma grande assistante, j'ai besoin de partager un dossier. Alors là, Tu l'as ouvert sur ton ordi? partager l'écran, bah, il est Si tu l'as ouvert sur ton ordi, c'est très facile. Tu fais partager, ah, tu le trouves et tu cliques dessus. alors ok, je vais l'ouvrir. Ouais, vas-y, mets l'écran entier. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Attends. J'ai plus personne. Alors, ah, très bien. Tu vas dans mes documents. Ah, pardon. Veuillez m'excuser, je ne suis pas dans ma structure. Donc, je suis invitée dans une autre structure. Et donc, j'ai plus de mal, Oui, mais plus de bon, difficultés c'est pas grave. organisationnelles. Hein, voilà. Pendant qu'on essaye d'ouvrir ton document, voilà, les personnes qui ont un petit cas clinique, préparez-vous, parce qu'on avait dit que si vous voulez, on peut discuter d'un cas clinique ou deux. Il faut que j'ouvre le dossier. Mais il faut que j'aille sur le document et que je le partage. Donc, on va ouvrir le document. Mes documents Cerba. Est-ce que tu les vois? Parce que c'est long. Ou alors, ce que tu peux faire, Laurence, si tu as un peu de mal, c'est qu'on pourra l'envoyer en Oui, pièce mais là, jointe. je devrais y arriver là. Donc, Ah, super. c'est surtout que j'ai pas mes lunettes, hein, tu sais. Oui, il me J'ai semblait passé, qu'il y avait un truc là qui n'est pas comme d'habitude. j'ai oublié mes lunettes et donc j'ai du mal à voir. Ah, super. Merci beaucoup. Donc voilà, point épidémiologique, établissement de santé. Donc je vais vous montrer la dernière mouture. Allez, c'est juste que c'est. Alors, dernière mouture. Il est où? 23,05. C'est extrêmement long. Hein. Ça y est, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé dans tes lunettes. Alors, est-ce que vous le voyez là? Non, tu as partagé, toi, de ton côté? Et là, vous voyez quelque chose? Non. Ouais, vas-y. Autoriser. Sur quel endroit tu partages? Partager l'écran, t'es là. Tu as la petite flèche verte, tu mets Ouais, c'est ce dessus. qu'on fait, mais
Et après, il te demande Ça fenêtre, marche pas. voilà. Et là, tu cliques sur ton document. Enlève ça. Non, enlève ça. Enlève ça. Ah merde. Ouais, qu'on est plus habitué à Teams, hein, donc Zoom, Ouais. c'est plus compliqué pour nous. Voilà, on l'a, ça y est, on l'a. Voilà, bravo. Alors là, c'est Ah le bah, temps de commencer. Bravo. merci Magali. Ok, vous voyez bien ou pas? Oui, oui, on voit bien. Voilà. Donc, bulletin Bon, trimestriel. on va très vite, hein. Donc ça, c'est vraiment adapté aux établissements de santé. Et comme vous voyez, donc il y a plusieurs niveaux. Le niveau d'infection respiratoire et bactérienne, la circulation épidémiologique. La mission SPARES, c'est pour les établissements de santé, donc pour vous, c'est la version mission primo. Les focus sur les BHRE et puis les actualités sur les antibiotiques et les vaccins. Donc, qu'est-ce que ça vous donne? Bon, très rapidement, par exemple, ça vous situe, vous voyez, on est sur la région PACA, à quel niveau on se situe sur les établissements médico-sociaux et la ville en termes de taux de positivité du SARS-CoV-2. Donc là, on sait que c'est en train de remonter et on a l'information en parallèle sur ce qui se passe dans les établissements de santé. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait il y a toujours une dissociation entre les établissements de santé. Bon, je ne vais pas vous faire plus loin parce que tout ça, c'est pour vous donner des informations sur ce qui passe. Les dernières informations qu'on comment les informations qu'on vous donne aussi, c'est finalement, au regard de cette épidémiologie, comment on va construire les nouveaux vaccins et quelles va être les cibles de l'année prochaine, hein, qui ont déjà été choisies. Et au regard des cibles qui ont été choisies, voir ce qui s'est passé en termes d'efficacité vaccinale cette année. On sait parfaitement que l'efficacité vaccinale, elle a été, heu, elle a été assez faible, mais pour des raisons, qu'on vous détaille hein, sur ce bulletin. Mais après qu'on peut reprendre, au décours de réunions, par Teams ou par Zoom pour expliquer plus en détail, ce type d'informations. Des focus sur la rougeole, vous voyez des focus sur le chikungunya avec un point sur ce qui s'est passé à La Réunion. Actuellement, des focus, bon, ça, c'est pas pour vous, c'est pour les établissements médico-sociaux. Ça, c'est pareil, donc il faut faire la version mission primo. Les points BHR, pour vous faire un état des lieux, et vous voyez par exemple en 2024, donc on augmente de manière conséquente les EPC hein, par rapport à 2012 avec l'émergence de ces fameuses OXA 48 like qui sont sous-représentés parce que la détection est difficile, donc la réalité c'est qu'on en a beaucoup plus. Ça vous intéresse pas. Et puis les points antibiotiques, vaccins. Donc, Véronique parlait de la vaccination anti-pneumocoque. Donc voilà, ce qui est actualisé, les dernières recommandations, de l'HAS. Et puis pour finaliser, quelles sont, les stratégies, antibiotiques de manière globale qui viennent de sortir. Là, ça date de mars 2025, mais elles ont été mises en ligne, donc par le Haut Conseil de santé publique. Et l'idée, c'est de vous donner des messages clés qui soient des messages adaptés, bien entendu, à vos structures. Donc, ça serait un format sur mesure pour les établissements médico-sociaux de ce type, hein, selon cette présentation, mais déclinée en fonction de vos besoins. Super, merci beaucoup, Laurence. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très clair et très informatif. Et donc, ben, on discutera peut-être en fonction des retours, mais pour qu'on puisse voir les besoins que vous avez. Donc, ton idée de faire un petit questionnaire à envoyer aux personnes qui ont été présentes aujourd'hui me paraît intéressant. Puis, on verra un petit peu comment Très ça bien. se passe. Hein? Ok. Ce questionnaire, on peut essayer de le faire dans les 3 semaines. Je parle à tous les interlocuteurs. Est-ce que ça vous conviendrait, ce délai, 3 semaines, 1 mois? De manière on puisse avancer sur ce sujet parce que c'est effectivement une fois que le format est identifié, c'est facile à mettre en place. Le plus dur, c'est au final démarrer pour avoir la certitude que l'ensemble des informations
correspondent exactement à vos besoins. Bien Très bien. sûr, il y a toujours des ajustements, hein, évidemment. En tout Super. cas, je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci beaucoup Laurence. Les personnes qui me demandent des attestations, là, je sais pas trop, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais si vous avez besoin d'une attestation, merci de m'envoyer sur mon mail mondain.v@chu-nice.fr pour que je vous fasse une attestation. Donc voilà, envoyez-moi un mail. Pour le reste, donc là maintenant, la question c'était est-ce que vous aviez peut-être une ou deux questions de cas cliniques qui vous intéressaient à débattre par rapport à ces recommandations antibiotiques? Moi, j'ai une interrogation, Véronique, hein. Oui, Je faisais les dossiers, on recueille en ce moment les dossiers ATBIR pour l'indicateur national au niveau des établissements de santé. Et je suis tombée sur deux dossiers avec des patients âgés qui avaient des BPCO et qui étaient arrivés à l'hôpital pour des pneumopathies et qui sont sous azithromycine 3 fois par semaine au long cours. Mm. Et je me rends compte que les médecins de l'hôpital n'arrêtent pas ce traitement Mm. et que il ressort après avec sa prescription qui continue au long cours. Donc, je voudrais savoir si c'est encore ce type, si vous voyez, vous, au niveau de vos EHPAD, des prescriptions de ce type encore. De me rappeler, je me reste. Bah, moi, je peux te donner simplement un peu de littérature parce qu'on a fait un petit focus là-dessus avec nos pneumologues. C'est que effectivement, dans les pathologies chroniques plutôt de type DDB, il a été identifié que la première année de prophylaxie pouvait avoir un effet sur les colonisations, infections à Pio par un effet anti-inflammatoire, anti-adhérentiel, mais que malheureusement, au bout d'un an, cet effet s'arrête avec malheureusement plus de résistance dans la suite. Mais, Donc, c'est un effet qui n'a qu'un très court bénéfice. les aides-soignantes m'ont dit qu'elles toussaient cette nuit. Donc, nous, notre idée, c'est d'arrêter, enfin, de limiter au maximum ce genre de choses. On a mis une petite perfusion sous la peau et je vais lui faire une petite antibiothérapie sous la peau. C'est une petite injection sous la peau. Excusez-moi, on entend quelqu'un qui On parle n'entend rien. de son cas clinique personnel, mais est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir sur l'histoire de l'azithromycine? Qui peuvent... Alors, pour répondre, les pneumologues l'utilisent quasiment de manière systématique. Ouais, voilà, je pense qu'il y a un travail à fournir auprès des pneumologues pour répondre à notre consoeur. D'autant plus que le patient rentrait pour une pneumopathie et qu'on lui a mis, visiblement, l'azithromycine n'était pas efficace, quoi. Donc, c'est vraiment l'activité anti-inflammatoire. C'est pas du tout. En fait, c'est un dévoiement de l'utilisation de l'antibiotique. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que ça pose problème. L'azithromycine pose un réel problème sur toutes les infections sexuellement transmissibles, sur les infections digestives. Donc, c'est une molécule à utiliser selon les indications. Et effectivement, voilà, il est utilisé pour ses vertus anti-inflammatoires. On avait déjà évoqué le sujet, Véronique, mais sincèrement, je sais pas comment on peut s'en sortir sur ce type de sujet. En faisant connaître justement que l'intérêt est très réduit. Je dis dans la littérature, ça marche un peu la première année en diminuant le risque de surinfection des DDB, mais tout de suite, au bout de quelques mois, l'effet s'arrête et au contraire, aggrave le patient par la sélection de bactéries résistantes. Qui se fait aussi sous la peau. Voilà. D'antibiotiques. Si jamais il y a antibiotiques sous-cutanés, demande Muriel. Elle risque pas. Antibiotiques sous-cutanés, il y a quelqu'un qui parle, là, c'est très désagréable, on n'arrive pas à s'exprimer. On fait une petite fausse route qui doit passer inaperçue. Dans le douche, elle a une petite antibiotique sous la peau et une petite hydratation sous la peau. Et on va surveiller, voir un petit peu comment alors, on va. Je ne sais pas si je peux enlever le. Par hier, elle était bien hier, parce que moi, je vous ai vu avec elle. Vous l'avez emmenée balader hier. Oui. Non. Bon, je ne sais pas. Ah. Bon, j'arrive pas à enlever le micro de la personne qui parle. Antibiotiques sous-cutanés, écoute, il y en a deux qui sont très utilisés, comme tu le sais, la ceftriaxone et l'invance, que j'utilise sans doute pas beaucoup quand même en EHPAD. La ceftriaxone a été un peu diabolisée, puis finalement remise un petit peu en route. Voilà, moi, je ne vois pas trop d'autres antibiotiques sous-cutanés.
Tu pensais à quelque chose On va d'autre, le voir. Muriel? Et que du coup, ça fermente en bas des poumons et un jour, ça fait une infection pulmonaire. Ouais. C'est Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? c'est quelque chose d'imprévisible, mais avec des personnes qui sont à ce stade-là et qui mangent en mixé, ça peut arriver. Des micro-inhalations, ça passe un peu dans les poumons et dans les bronches, et puis ça stagne un peu à la base des poumons, et puis parfois ça fait une Bah, écoute, je ne sais pas trop quoi vous dire là parce que j'arrive pas à enlever les micros des personnes qui parlent. et, Donc, sous la peau. est-ce que quelqu'un a un cas clinique dans l'assemblée, une question posée pour un patient en particulier? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de souci. Au contraire, pas de problème. OK? Allez, pas de souci. Au revoir. Ah, ça va peut-être aller mieux. Est-ce que quelqu'un a un cas clinique ou sinon on se dit au revoir? Est-ce que vous avez une question à poser pour un de vos patients, un cas clinique un petit peu particulier? Moi, je n'ai pas de cas clinique en tête, mais je remarque quand même que il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une application des recommandations par le service des urgences quand ils nous les renvoient à l'EHPAD, sans prendre en compte non plus nos particularités de prescription, enfin de capacité. On ne fait pas d'IV, sauf en HAD, par exemple. Donc, on a beaucoup de prescriptions d'IV sans l'HAD associé, donc on n'est pas capable de le mettre en place avant 48 heures. Euh, voilà, je sais pas si vous avez cette notion-là que nous, voilà, c'est vraiment pas adapté, quoi. Mais là, vous Souvent, parlez des urgences de Pasteur ou vous parlez... ouais. Oui? Bah, Donc souvent, effectivement, je fais appel à la hotline pour refaire un peu le dossier. Non, oui. C'est sûr que, il me semble que la moindre des choses, c'est de s'informer sur la possibilité de garder un traitement IV quand on renvoie un patient âgé en EHPAD, hein. C'est vrai qu'en général, nous, on a l'habitude de le faire ou de demander à un prestataire ou de faire ce genre de choses. Je suis un peu, c'est dommage qu'aux urgences, ils ne soient pas attentifs à cette possibilité, effectivement, de relais par une autre voie. Mais j'imagine que c'est souvent un traitement, enfin, c'est de quel type d'antibiotique dont vous parlez? Euh, dernièrement, je crois qu'il y avait une prescription de Claforant IV. Ah ben ça, c'est une très bonne idée. Tiens, alors super. Je suis très contente que vous parliez du claforant parce que vous savez que pendant quelque temps, il y a eu des recommandations qui ont été basées sur des travaux de Jean-Luc Ménardi à Paris qui dataient, je sais pas, d'une dizaine d'années, en disant il vaut mieux donner le claforant que la ceftriaxone parce qu'il y a un impact sur le microbiote qui est différent. Et en fait, cette donnée de la science a été infirmée ces derniers temps. Donc, il n'y a pas du tout d'avantage à donner du claforant par rapport à la ceftriaxone sur le microbiote du patient. Et non seulement ça, mais en plus, le claforant vous oblige à faire au moins 3 passages par jour, puisque la demi-vie est courte. Oui. Donc, on ne donne plus du tout de claforant. C'est fini, claforant terminé. Donc, ceftriaxone. Si vraiment là, le patient a besoin, c'est ceftriaxone. Eh ben, ça s'est produit là au printemps, dans les 2 mois qui sont passés. Effectivement, il y avait une prescription aussi sur la nuit. Donc, nous n'avons pas d'infirmière la nuit et nous ne pouvons pas prendre des prestataires. Donc, c'est soit HAD IV, Ouais. voilà, soit avec nos moyens à nous, sous Voilà. CUT en particulier, ceftriaxone. Ben, dans le contexte, vous aviez toute effectivement légitimité à donner ceftriaxone sous cut. Franchement, dès que vous voyez claforant, et je vais envoyer un petit mot quand même aux urgentistes, dès que vous voyez claforant, vous pouvez vraiment utiliser la ceftriaxone et ce sera beaucoup plus facile. Après, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas l'utiliser quand on peut faire autrement. Mais si vous en avez vraiment besoin, c'est Alors, on est aussi contraint par des troubles du comportement qui sont très fréquents avec les gens qui recrachent les comprimés. Donc, on est aussi obligé de passer par une voie non orale. Oui, Et c'est pas forcément pris en compte non plus par le prescripteur. bien sûr. Bah, là, du coup, la sous-cut, ça peut être un moyen facile. Et C'est pour ça après, qu'on a ceftriaxone en fait. voilà, tous les antibiotiques peuvent pas non plus. Alors, la question de recracher peut éventuellement être un peu améliorée par le site de l'Omédite Normandie, où on vous explique quels sont les antibiotiques qu'on peut ouvrir et donc mélanger à une compote ni vue ni connue ou une cuillère de confiture. Bon, quand même, parfois ça peut marcher de temps en temps. Peut-être pas Ouais, toujours.
il y a beaucoup d'opposition hein, sur Ouais. voilà. L'administration médicamenteuse peut être vraiment très compliquée. Oui, oui, j'en doute pas une seconde. Mais bon, c'était l'idée de trouver le Oui, oui, mais subterfuge. on a nos pistes aussi, effectivement. Merci Voilà. beaucoup. Ok, bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être se quitter. Il est 14 heures, donc j'espère que vous aurez trouvé les présentations intéressantes. Elles vont être, puisque c'était une question, elles vont être sur le site du CRATB PACA, et notamment le webinaire dans son entièreté. Et puis, on peut mettre les diaporamas individualisés pour que vous puissiez aller aux différents diaporamas. Voilà, donc merci à toutes et à très bientôt. Et donc, je redis l'adresse mail mondain, mondain, point v, arrobase, chu-6 nice.fr. Au revoir. Au revoir Véronique. Merci. Au revoir.